Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de CocoMelon. Donc ici on va faire une analyse du code source du ransomware Conti. Donc grosse alerte, il ne faut surtout pas compiler ou exécuter ce ransomware sous risque de gros problèmes sur votre ordinateur et ne surtout pas l'utiliser car ça peut être illégal, hein. Surtout chez notre personne, c'est interdit. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et d'hackers blancs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est le ransomware Conti? En fait, c'est un ransomware Conti. Il y a un chercheur ukrainien en sécurité en fait a divulgué le nouveau code source du malware issu de l'opération de ransomware Conti pour se venger des cybercriminels qui se sont rangés en fait du côté de la Russie lors de l'invasion de l'Ukraine. Après, ça c'est à vérifier. La première chose à faire, c'est de récupérer le code source du malware Conti. Donc vous pouvez le récupérer sur internet ou soit sur mon GitHub. Donc pour le récupérer sur le GitHub, il faut ouvrir un terminal sur Linux. Il faut faire un git clone et il faut faire entrer, il faut mettre l'adresse et entrer et là il nous le télécharge. Normalement on a un répertoire qui s'appelle Conti v3. Ici on regarde à l'intérieur, on a tous les fichiers et on voit qu'en fait c'est un fichier en SLN, donc il faut que Visual Studio soit installé pour qu'on puisse ouvrir le projet. Donc on a vu, comme vous pouvez constater, les dernières dates sont modifiées le 25 janvier 2021. Alors je vais voir si c'est ça, que j'ai peut-être pas la même version. On va regarder. Ah, j'ai peut-être pas la même version, si on regarde sur GitHub. Non, là j'ai une version du 30 juin 2022. C'est peut-être une autre version ou je ne sais pas. Je sais pas si c'est la même version ou pas. Donc qu'est-ce que c'est le ransomware Conti? Alors Conti Locker, en fait c'est un ransomware qui a été développé par le groupe ransomware Conti. En fait, c'est un groupe de cybercriminels russophones qui est soupçonné de lien avec les agences de la sécurité russe, donc avec le gouvernement. Et Conti exploite également des modèles commerciaux de ransomware as a service. En fait, c'est des services. Et ils vendent leurs services à certains cybercriminels pour commettre des rançons au niveau de diverses entités et entreprises. Alors, la suite de code source est mise sous une solution Visual Studio, donc c'est pour ça que là, il faut l'installer sous Windows. Alors, comment installer Visual Studio? Donc, on ouvre un navigateur, on va sur visualstudiomicrosoft.com. Une fois qu'on est sur ce lien-là, sur visualstudiomicrosoft.com, il va nous proposer plusieurs Visual Studio. Par exemple, si on va sur... Donc il faut télécharger celle-là, là, Visual Studio 2022. Et il faut télécharger celle qui est gratuite, la Community. Une fois qu'on a Visual Studio, on clique sur le Setup, Visual Studio Setup.exe. On fait oui. Donc là, il demande de définir quelques éléments qui permettent de configurer votre configuration. On fait continuer. On attend qu'il télécharge et qu'il installe. Et ici, là, en fait, nous, on n'aura besoin de rien cocher, en fait. On a juste besoin d'avoir l'éditeur de base pour qu'on puisse voir le code source du projet. Donc là, ça nous prend 1,2 Go. Alors faites attention, hein, si vous avez besoin de compilateur ou de debugger et vous cochez les cases, l'espace nécessaire sur le disque dur monte énormément, on a besoin de beaucoup plus d'espace. On peut changer aussi l'emplacement si vous voulez l'installer ailleurs que sur Programme File, Microsoft Visual Studio, etc. Donc on clique sur installer. Là, il nous demande est-ce qu'on ajoute des charges de travail, etc. Donc comme on a dit, on n'a pas besoin d'avoir autre chose, donc on fait continuer. On attend que ça installe hein, et on laisse la case cochée démarrer après l'installation. Alors ça peut prendre un peu de temps. Hein. Donc une fois que le Visual Studio est installé, il se lance. Donc là, il nous demande de nous connecter à Visual Studio. Alors si vous avez un compte, hein, vous pouvez vous connecter ou en créer un si vous voulez, sinon vous pouvez faire ignorer. Donc moi je fais ignorer. Vous pouvez choisir vos paramètres de développement, donc moi je mets général, et votre style graphique. Donc en sombre, en bleu contraste ou en clair. Mettez-le en sombre et on clique sur démarrer Visual Studio. Donc là, il nous demande de cloner un dépôt, ouvrir un projet ou une solution, ouvrir un dossier local ou créer un projet. Alors, soit vous pouvez continuer sans code, soit on peut faire ouvrir un projet ou une solution. Bon, on peut faire ouvrir un projet ou une solution. On va chercher le code source du malware Conti et on clique sur Conti v3 SLN. Donc là, on a les nouveautés. On s'en fout un peu des nouveautés. Alors, pour l'instant, dans notre cas, on n'a pas
besoin. On attend que ça se charge là. On ferme la fenêtre en cliquant sur la croix là à côté de nouveauté. Et là, en fonction de vos solutions, vous devez peut-être installer des composants supplémentaires. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'installer des composants supplémentaires. Donc là, la fuite de code, c'est une solution sur Visual Studio, donc qui contient tout ceci. Alors moi, je ne l'ai pas compilé, donc j'ai ni release ni x64. Par contre, j'ai les cryptors, cryptor.dll et decryptor. Ça, c'est les 3 fichiers qu'il faut avoir qui sont importants. Donc, ce qui permet à toute personne ayant accès de compiler en fait le logiciel ransomware. Donc là, on a la partie chiffrement, donc cryptor. Donc nous, on peut le voir ici. Donc on peut le dérouler. Il faut attendre un peu, hein, ça peut mettre un peu de temps à charger. Ah oui, alors pour voir les fichiers, il faut cliquer sur la petite zone là, passer entre solutions les vues disponibles. Là, ça va nous mettre la vue du dossier, on peut cliquer dessus et une fois qu'on est dessus, là, on pourra naviguer entre les différentes fichiers et code source des fichiers. Donc ici, par exemple, on a le chiffrement et on a le déchiffrement et on a le chiffrement en DL. Donc là, on a le fichier source qui sert à chiffrer, donc cryptor.ccp. Donc ici, si on double-clique dessus, ça nous met sur la fenêtre à gauche là et dans les onglets. Alors on peut zoomer pour qu'on voit mieux ce que c'est. On peut faire la même chose pour le déchiffrement, donc déchiffrement.ccp. Donc, alors la première chose c'était l'évasion des moteurs antivirus. Donc en fait, ce ransomware implique un méthode d'évasion antivirus. Donc la première chose qui m'attire généralement vers les logiciels malveillants écrits par des professionnels est l'action par laquelle le logiciel malveillant échappe lui-même au moteur antivirus ou au ODR et qui cache son activité. Pour voir le mécanisme de communication avec les WinAPI, je regarde dans le dossier API. Donc ça, on peut le voir en allant dans Cryptor, les API, et là on a les fichiers API. On a les fichiers source qui permettent de faire des manipulations sur les API pour s'évader au logiciel antivirus, EDR ou de logiciel qui essaie de vérifier si c'est quelque chose de malveillant, le malware. Donc on regarde dans le fichier getAPI CCP et là on voit une ligne qui est define ervo java base offset. Là tu as l'adresse de base et plus un offset. Et comme on pouvait le voir, pour convertir la relative virtuelle adresse, donc l'adresse de base qui est relative, en virtuelle adresse. Donc en fait, il n'y a qu'un offset, il décale ceci pour éviter que ce soit vu. Donc on va utiliser cette macro. Donc ça, on le voit bien dans getapi.ccp qui est là, et à la ligne 14, on voit la macro qui fait ceci. Comme ensuite, on peut rechercher la fonction de getAPIAddress qui trouve l'adresse de la fonction API Windows en comparant son hachage. Donc en fait, c'est comme la vidéo précédente, sur la vidéo où par rapport à son hachage, il compare d'autres fonctions API pour éviter qu'il se fasse repérer par les logiciels antivirus. On regarde à la ligne 381. Donc là, on a la fonction qui permet de récupérer l'adresse de l'API par rapport à son hash. Donc t'as le module, le proc hash et t'as l'adresse du hash. C'est-à-dire que Conti utilise l'une des astuces du contournement du moteur antivirus plus simple et efficace qu'on a déjà parlé dans l'article précédent. Donc c'est l'algorithme qu'on a fait avant, la technique d'évasion sur les moteurs antivirus par rapport aux hash. Donc regardez soit le blog, soit les anciennes vidéos pour avoir une meilleure compréhension de comment ça fonctionne. Alors lui, lui c'est un peu plus compliqué en fait, parce qu'il utilise des algorithmes de hachage plus complexes. Donc il utilise des algorithmes de hachage s'appelle Murmure H2A. Alors, on a peut-être des choses intéressantes dans le module là. Donc là, il récupère dans le header les différentes fonctions. Il porte la table de directory dans le portable exécutable. Il vérifie le hash. Donc là, par rapport à récupérer l'ordinal, alors ça c'est très intéressant. Donc il fait comme d'avant avec ça, il pourra exécuter ou pas par rapport à l'adresse. Donc il récupère le nom des tables, la table des ordinales, les nombres, le nom. Et alors c'est là qui est très intéressant. C'est ici qui vérifie le hash. Donc il y a une fonction qui s'appelle murmure hash. C'est hash qu'il trouve quelque part, on va la retrouver après. Et il vérifie, il hash la fonction et il la vérifie avec le hash qu'on lui a passé. Ici c'est bon, il dit qu'il l'a trouvé et il met dans l'ordinal, il met le bon adresse. Et grâce à ça, en fait, il va trouver le bon appel à exécuter sans le divulguer car il a été haché. Donc on a l'algorithme de hachage qui a été utilisé. Donc lui, il faut aller dans HCCP et on retrouve le hash en fait là
qui a été codé. Alors c'est intéressant, on voit qu'il a été codé en dur hein, dans le ransomware. Ça c'est pas anodin, hein, fait pas appel à déjà quelque chose qui est déjà fait, tout simplement parce qu'en fait il pourra obscurcir ce propre code aussi. Hein. Ça c'est très très intéressant de faire ceci. Alors il dit que MurmurHash est une fonction de hachage non cryptographique qui a été écrite par Austin Appleby. Donc vous pouvez voir la documentation, hein, vous allez sur le Cocomelon en anglais puis vous lisez. On va quand même aller voir le fichier HCCP et on va essayer de voir s'il y a des choses intéressantes dedans. Alors dans HCCP, donc là on retrouve bien d'autres fonctions, le hash. Ce qui est intéressant c'est c'est une hash qui a une clé, une longueur et un seed. Donc ça veut dire que c'est pas un simple hash comme on a mis là. Il propose une clé et en plus il a un seed pour renforcer son hash. Donc c'est quelque chose déjà d'assez costaud. Et on voit ici qu'il y a plusieurs rotations qui sont faites. Hein. Donc ça permet de renforcer le hash. Après cela, le API, donc le module API est invoqué pour exécuter une technique anti-sandbox, anti-VM ou anti-sandbox personnalisée, dans le but de désactiver tous les accrochages possibles, donc tous les hookings sur les DL connus. En fait, les DL suivants sont chargés par la loi de librairie A et les API doivent être résolus. Donc en fait, comme on avait vu au début hein, des évasions de virus sur les anciens blogs de Cocomelon, ou sur d'anciennes vidéos, en fait, on avait compris qu'il fallait que les antivirus ou les logiciels de recherche de problèmes anti-malveillants, il fallait qu'ils s'accrochent grâce à des techniques de hooking sur les différentes appels de fonctions ou de librairies pour regarder ce qu'elles font, si elles font des choses pas très légites ou pas. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va éviter va éviter de ceci en désactivant tous les accrochages possibles. Donc comme les antivirus ou les solutions anti-malware ou anti-ransomware sont la plupart du temps, ils s'accrochent sur du hooking ils s'accrochent sur les librairies ou sur les appels de fonction pour vérifier ces cibles, là, elles ne pourront pas, donc ça va évader. Donc il faut aller dans un fichier qui s'appelle anti-hook. Donc là on a Cryptor, un répertoire qui s'appelle anti-hook et on peut aller sur antihook.ccp. Et là on voit que toutes les librairies là qui va charger avec ap load library. Donc il va les charger une par une comme ça, tac 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 tac. Et à la fin là, s'il regarde qu'il y a un hook, là il va retirer le hook. Et il va faire ça sur toutes les grosses parties des librairies. Hein. Si on voit dans le code source un peu plus complet, hein, parce que lui il manque un petit morceau, mais si on regarde le cours, c'est que s'il détecte qu'il y a un hook sur le kernel 32, il l'enlève. S'il y a un hook sur WS32, il l'enlève. S'il y a un hook sur toutes les choses là, ils enlèvent, et puis ils enlèvent même certains d'autres. Hein. Ils enlèvent même par exemple NTDL. Hein. Donc c'est quasiment impossible de s'accrocher dessus. Alors c'est même une technique d'évasion, pas que pour les ransomware, hein. Ça peut servir aussi pour les logiciels anti-triche. Et ça peut aussi servir pour les logiciels d'antivirus et malware aussi pour leur propre protection. Hein. Parce qu'il ne faut pas qu'aussi les antivirus se fassent avoir comme ça. Hein. Non, après il y a les trades, donc les trading, donc en fait ça c'est pour protéger tout ce qui est trading. Donc le module trade pool, en fait, et chaque trade alloue son propre tampon pour le chiffrement et venir à initialiser son propre contexte cryptographique grâce à crypt contexte API et une clé publique RSA. Alors, en fait, ça c'est qu'en fait sur les trades et sur chaque trade, en fait, il crée ses propres clés publiques RSA qui vont permettre de chiffrer les fichiers. Et c'est fait comme ça, c'est pour en fait aussi pareil, hein, pour éviter qu'on analyse la mémoire et tout ça. Donc ça c'est dans TradePool.ccp. Donc là on a un répertoire qui s'appelle TradePool. Il faut toujours dans Cryptor. Hein. Et là on regarde dedans. Et on voit qu'ici par exemple, là, à chaque fois il récupère les clés RSA avec les différents algorithmes et chiffré avec la clé publique. Ensuite, chaque trade attend dans une boucle infinie une tâche dans laquelle ta trade se file d'attente dans le cas où une nouvelle tâche est disponible au nom du fichier à chiffrer et extrait de la tâche. Oui, bah c'est ça en fait, il attend en fait s'il y a des fichiers à chiffrer. Et en fait, il met plusieurs trades pour être le plus rapide possible. Hein. Parce qu'en fait, le ransomware aussi, une des choses qu'il doit faire aussi, c'est réussir à chiffrer les fichiers les plus rapidement possible avant qu'une personne s'aperçoive de ceci ou qu'un logiciel détecte ceci et désactive le ransomware. C'est pas intéressant, hein. Par exemple, si le ransomware chiffre un fichier et qu'après le reste, il n'arrive pas à le chiffrer. Donc ça, on voit ça à 77. Donc là, on voit la boucle while. Tant qu'elle est vraie, elle continue. Hein, c'est comme une boucle infinie. Hein. Et là,
elle va attendre, donc elle attend 5 secondes et elle regarde les informations, elle regarde s'il y a une tâche à faire ou pas. Et s'il y a une tâche, elle continue. Et sinon, après, s'il n'y a plus rien à faire, elle sort de la boucle, etc. Donc là, c'est là qu'elle va faire une partie des méthodes de chiffrement, en fait, hein, c'est la gestion de trade. Alors après, on a le chiffrement. Donc le chiffrement d'un fichier spécifique commence par la génération d'une clé aléatoire à l'aide de crypt get random. Alors ça, c'est pas anodin aussi, hein. Pour rendre le déchiffrement plus compliqué, on utilise à chaque fois des clés aléatoires. Ce sera jamais la même clé, parce que par exemple, s'il y a une clé qui tombe et que c'est pas la et si c'est pas toujours la même, eh ben, ça sera compliqué, on pourra juste déchiffrer un fichier. Alors que si par exemple on utilise toujours la même clé, alors là, si les chercheurs en informatique, chercheurs en cybersécurité récupèrent une clé, elle pourra déchiffrer tous les fichiers qui ont été chiffrés avec le ransomware et le ransomware ne sera plus efficace. Donc ça, il faut aller dans Cryptor, et dans cryptor.ccp. Et à 700, non. Donc à 700 là, on voit qu'il va générer deux clés. Donc une clé de 32 octets et une clé de 8 octets. Donc c'est des clés aléatoires, comme on a dit. Donc là, comme il dit, une clé de 32 octets de façon aléatoire et une autre de 8 octets de façon aléatoire. Comme on peut voir, en fait, le ransomware Conti a utilisé le chiffrement Fluxacha développé par DigiBertine. Donc là, vous pouvez voir le Wikipédia et regarder un peu comment ça fonctionne, si ça vous intéresse, hein. Après, on a un truc qui s'appelle Check for Database. C'est la méthode est invoquée pour vérifier éventuellement un chiffrement complet ou partiel. Alors, pourquoi on utilise soit un chiffrement complet ou partiel? Comme je l'ai dit plus haut, en fait, c'est pour une question de vitesse, hein. C'est plus le ransomware sera rapide pour chiffrer, plus il va rester inaperçu et plus il va finir le travail rapidement, hein. Donc là, c'est dans Check for Database. Je vais vérifier ici. Donc ici, à partir d'ici, quand on lui passe le nom du fichier, c'est ici qu'il va détecter. Alors, il y aura une détection d'extension qui va vérifier, qui va chiffrer ou pas. Donc ici, là, c'est toutes les extensions qui chiffrent, hein. C'est assez intéressant. Et là, il va vérifier les informations du fichier et il va voir si il va chiffrer partiellement ou tout les fichiers qui ont ces extensions-là. Donc, dans 1000. Ici, là, il va chercher. Donc, à partir de ça, c'est suivant plusieurs choses, il va vérifier les fichiers et il y aura un pourcentage où ils seront plus ou moins chiffrés ou pas, complètement ou pas. Donc il y a Check for Virtual Machine, la méthode est invoquée pour vérifier un éventuellement chiffrement à 20%, donc en 2000 ici. Donc là il va voir est-ce que c'est chiffré à 20% ou pas. Sinon là il y aura d'autres informations qui sont intéressantes, donc on va les voir. C'est qu'en fait, oui, en fait, il y a plusieurs cas. En fait, là, c'est là où il va chiffrer 20%, 25%, 30%, suivant certaines conditions. Ça, on va voir ça après. Alors, les conditions pour avoir en 1000, 1007. Donc là, on voit les différents cas où les pourcentages, il va être chiffré. Donc, différents cas. Par exemple, là, tout à l'heure, on avait vu à 20%. Donc, par exemple, ici, par info, il va chiffrer 20% du fichier par rapport à sa taille, etc. Et ça va être plus ou moins long. Donc, ça sera les extensions suivantes qui seront chiffrées. Donc c'est des extensions en fait qui prennent beaucoup de place, hein. Si on vérifie bien, si on voit bien en fait, on voit bien que c'est des, par exemple VDI, RAW, ISO. ISO par exemple c'est des CD-ROM, les VDI c'est des ou VDH c'est des extensions de disques de virtualisation. Pareil un NVRAM, là c'est souvent des gros fichiers en RAW. Kako aussi sur les KMU, il y a pas mal de gros fichiers là. Donc il a comme ils sont énormes et qu'il faut gagner de la vitesse, on va chiffrer que 20%. Et dans les autres cas, en fait là il y avait pas toutes les extensions en premier, il y avait qu'une partie. Là c'était des petites extensions où il y a très peu d'octets, mais ils sont pas très gros. Il les chiffre complètement. Ou ça peut être aussi des extensions où c'est des fichiers critiques ou qui sont très importants et donc en fait il n'y aura aucune chance de récupérer une partie du fichier et là l'entreprise va être bien embêtée et la personne derrière le ransomware il pourra mettre plus de pression pour essayer de gagner un gain. Dans d'autres cas, le modèle suivant, en fait, là, après, il va vérifier les tailles des différents fichiers, hein. Plus il sera gros, moins il va chiffrer. Il va faire que des chiffrements partiels pour gagner du temps. Donc là, on va voir, hein, en fait. Alors là, on voit par exemple que le fichier, il est inférieur ou égal à 1 giga environ.
il va faire un chiffrement full, donc un chiffrement complet marqué encrypt full. Et si le fichier est supérieur ou égal à plus de 5 Go, hein, il va juste chiffrer l'entête du fichier. Alors ça c'est quelque chose de très intéressant, hein, parce que des fois ça peut arriver, hein, que qu'en chiffrant que l'entête du fichier, qu'on peut récupérer le reste, et à partir du reste on peut récupérer le reste du fichier. Ça peut être même aussi intéressant, hein, parce que ça, par exemple, on peut créer des méthodes de fichiers qui font croire au ransomware qu'on a des gros fichiers. On met une partie en haut qui va chiffrer et le reste, c'est là où on va mettre le code important et on pourra peut-être sauver nos sauvegardes comme ça ou faire des contre-mesures, hein. C'est possible d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le code source pour comprendre comment le ransomware fonctionne pour trouver des contre-mesures. Donc là, sinon, comme elle dit, chiffrement partiel de 50%. Donc là, partiel encrypt, get encrypt, c'est ça, partiel. Et c'est dans le enum là qui me permet de, à partir de ceci, de dire bon, full encrypt, partiellement chiffré, dire chiffrement complet, chiffrement partiel à 50% ou juste le header qui est chiffré. Et ça, c'est très intéressant d'avoir mis ça comme ça parce que ça permet, en fait, à place de mettre le nom complet, là, il met juste des nombres et ça, aussi, c'est une méthode d'évasion aussi au niveau du codage. Donc il met ça dans une énumération en fait. En fait là, lui, le compilateur, il va enlever ça et il va juste mettre des nombres à la place. Donc même en mettant des lignes. En fait, il faudrait que le mec qui compile le ransomware soit un peu débile et qu'il mette les tables de symboles. S'il met pas les tables de symboles, évidemment. En mettant ça, ça va être très très compliqué de retrouver les informations si on n'a pas le code source. Et là, heureusement qu'on a eu le code source, ça peut nous apprendre des choses très intéressantes. Alors là, on a une partie qui est obscurcissement. Donc l'obscurcissement de plus de modèles, de plus un module intéressant a été trouvé dans le code des sources, l'obfuscation, qui peut générer du code obscurci via AFD Obscurator par exemple, et de chaînes. Donc là en fait, là, il va faire quelque chose automatiquement qui va en fait obscurcir certaines chaînes ou comme on avait fait dans le module d'avant, dans les vidéos d'avant. Par exemple les fonctions ou autre chose. Sauf que là c'est quelque chose qui est un peu plus complexe mais qui fonctionne très bien. Ça on peut le voir. En obfuscation. En obfuscation, on le voit dans le metastring. Et on voit que c'est ici là qui est chiffré avec OBFFA ou OBFW, avec une méthode random et tout ça, et une valeur prime number. Ce qui est intéressant, c'est que je vois que les valeurs prime number ne sont pas très grandes. C'est peut-être une vulnérabilité du ransomware là. On reconnaît bien un chiffrement RSA. Alors ça, je suis pas sûr que quelqu'un me le dise hein, sans commentaire. Mais ça ressemble à ouais, c'est du RSA, mais avec des chiffres assez petits. Donc ça pourrait dire que c'est pas été très bien fait. Par contre, ça peut être aussi le fait que c'est pas que ce soit très bien fait, c'est qu'en fait, c'est qu'on met des grands nombres, ça ralentit aussi la vitesse d'exécution du ransomware. Il faut bien faire plus de grands calculs, et même en faisant des grands calculs, ça peut éveiller des soupçons. Donc c'est tout pour cette section-là, cette partie 1. On fera une partie 2 dans quelques vidéos après, hein, si j'ai le courage. Et on va étudier le Network Scanner, donc qui va permettre de scanner le réseau et le module File System pour les fichiers. Alors, conclusion. Le 25 février 2022, en fait, Conti il a publié une déclaration du soutien total au gouvernement russe, accompagnée d'un investissement sévère adressé à quiconque qui pourrait envisager de riposter contre la Russie par le biais de la guerre numérique. Donc là, ce qui est marqué, c'est marqué que c'est attention. L'équipe Conti Team a officiellement annoncé le support complet au gouvernement russe. Et si toute entité décide d'organiser une cyberattaque ou toute activité de guerre contre la Russie, nous allons utiliser toutes les ressources possibles pour frapper en retour les infrastructures critiques de l'ennemi. Voilà, c'est un peu écrit ici. Contili marque un tournant dans l'écosystème de la cybercriminalité et dans ce cas, nous pouvons nous attendre à de nombreux changements dans la manière des organisations cybercriminelles opèrent. Alors, d'un côté, les organisations cybercriminelles moins matures pourraient être très puissantes et au contraire, les gangs plus sophistiqués apprendront des erreurs de Conti. Non, ouais, parce qu'en fait, là, on peut récupérer les codes sources de Conti et faire des ransomware plus complexes et s'évader et bon, apprendre de ses propres erreurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le code source est aussi largement utile aux développeurs de sécurité, hein, parce que là on peut voir comment
créer des contre-mesures ce genre de ransomware. Et même pour les éditeurs du système d'exploitation, on peut voir si Microsoft est capable aussi de mieux adapter son système d'exploitation contre le ransomware, ou même le libre au niveau de tout ce qui est logiciel, système d'exploitation libre comme Linux, FreeBSD, ou même non libre comme macOS. Il pourrait essayer aussi de trouver des contre le ransomware. J'espère que cet article fera mieux connaître aux équipes bleues ces techniques de malware intéressantes et ajoutera une arme à l'arsenal des équipes rouges. Donc ça sera aussi utile au Blue Team, qu'au Red Team et qu'aux personnes qui s'intéressent de loin ou de près à la cybersécurité. Alors vous pouvez aller sur le site original Cocomelon, il y a plein de liens intéressants. Alors là, je le dis en gros, il s'agit vraiment d'un cas pratique à des fins pédagogiques. C'est juste pour apprendre comment il fonctionne le ransomware continu. Moi, je vous déconseille fortement de le compiler. C'est parce qu'en fait, il peut devenir incontrôlable et tout chiffrer vos fichiers, et même chez les autres personnes. Donc, ne le compilez pas, et surtout, ne fournissez pas ce genre de fichiers compilés à d'autres personnes. On est juste là pour regarder le code source et voir comment il fonctionne. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.